Merci pour votre invitation. Bonjour à tous, rebonjour. Donc effectivement, ça va être à deux voix. Je vais vous parler de la vision générale des écoles d'ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac. Puis ensuite, Marianne fera un focus sur les applications dans le cadre de la relocalisation. Donc nous sommes je représente la Fédération Gay-Lussac. Il faut que j'apprenne à observer. Donc je vais vous parler de comment sont nos formations. Je vous parlerai un petit peu de l'insertion professionnelle de nos diplômés, des défis auxquels on est confronté et puis comment on répond à ces différents défis. Donc la Fédération Gay-Lussac, ça regroupe 20 écoles d'ingénieurs en France en chimie et génie chimique. Donc vous avez une carte ici. Et puis on a des classes préparatoires intégrées, c'est-à-dire c'est des classes prépa dans les écoles qui permettent à des élèves d'intégrer ces 20 écoles. Donc on recrute essentiellement en classe préparatoire aux grandes écoles sur la filière PC. On recrute aussi dans nos CPI, bien évidemment. On a fait des classes préparatoires intégrées, c'est pour retrouver des élèves. Et puis on a aussi de l'admission sur titre, AST. C'est des élèves qui viennent de BUT. Vous venez de l'entendre, certains poursuivent leurs études. Donc on a à peu près 1600 diplômés par an et on est presque à la parité. J'ai une carte un peu mieux détaillée, donc on va retrouver la carte de France avec toutes les écoles d'ingénieurs qui sont membres de la Fédération Gay-Lussac. Ce que vous pouvez voir avec les couleurs, c'est en bleu, c'est justement nos classes préparatoires intégrées, donc il y en a 5 qui font un maillage à peu près national. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est en orange, c'est les formations par apprentissage. Donc il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent aussi maintenant désormais des formations par apprentissage. Et donc nos élèves suivent des cursus en 3 ans et on les recrute à partir du Bac+2. Donc on compte en semestre. Nos formations sont toutes différentes, bien évidemment, on est une vingtaine d'écoles, mais typiquement, en général, on a un tronc commun en première année, voire en début de deuxième année. Donc on compte les semestres à partir du bac. S5, 6, 7, c'est des troncs communs qui vont couvrir différents domaines en fonction des spécialités des écoles, mais voilà la liste. Et puis ensuite, on propose des spécialisations parce qu'on ne peut pas tout couvrir, c'est difficile de tout couvrir, et donc nos élèves se spécialisent. Ce qui est particulier dans les écoles de la Fédération Gay-Lussac, c'est qu'on a 35% de TP. Donc beaucoup de formations pratiques, des stages d'initiation à la recherche, et puis on a aussi 17 semaines de séjour en entreprise systématiquement. C'est la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, qui impose que toutes les formations d'ingénieurs en France proposent une immersion à l'international. En général, nos élèves font un stage de fin d'études en 3 ans, un stage de 5 à 6 mois, et puis un stage ouvrier en première année, et pas mal d'écoles proposent aussi un stage. Alors, apprenti ingénieur, il y a ingénieur junior, il y a différents niveaux, mais un stage entre la 2e et la 3e année de la formation. Voilà à peu près pour les typologies de nos formations. Et puis quelques chiffres sur l'insertion de nos diplômés. Nos diplômés se placent très bien en ce moment. Depuis le Covid, il y a besoin d'ingénieurs, et on l'a entendu dans la journée. Donc, une des particularités aussi des écoles de la Fédération Gay-Lussac, c'est quand même ils sont assez nombreux à poursuivre en thèse, voire à faire des poursuites d'études, pour des masters de management, pour d'autres choses. Mais beaucoup, là, on voit sur les dernières promos, beaucoup avaient trouvé un emploi avant même d'obtenir leur diplôme. Et puis, presque le complément a trouvé un emploi en 2 mois. Et puis, les secteurs d'activité, on va retrouver le conseil, l'ingénierie, l'industrie chimique, les activités informatiques, la pharma, l'énergie, dans des services essentiellement de la recherche et développement, études conseil, production, QHSE. Donc, on place nos diplômés dans les domaines visés, dans les domaines de formation. Qu'est-ce que dire juste pour terminer, pour l'instant, il se place plutôt en France et les salaires sont pas mal. Ils pourraient être mieux, bien évidemment, mais on a à peu près 40 000 € en moyenne brute par an. On est confronté quand même à quelques défis. On en a entendu parler toute la journée. Donc les défis, il y a le défi de la transition socio-écologique dont on parle beaucoup. Donc on parle de transition énergétique, transition écologique. Il nous faut trouver des nouveaux produits, des nouvelles sources d'énergie. On a parlé d'économie circulaire, bien évidemment, d'industrie décarbonée. On vise aussi de plus en plus d'interdisciplinarité avec des nouveaux procédés, des nouveaux produits, des nouveaux domaines d'application. On a parlé aussi de la transition numérique avec de l'IA, de l'impression 3D, de l'impression 4D et puis du futur, d'usines qui va être connectée. On a parlé de capteurs intelligents, de procédés dynamiques, d'intensification des procédés. Et puis juste j'ai du mal... cette image-là qui vient d'un rapport du GIEC qui montre bien évidemment les besoins qu'on a tous de décarboner l'industrie. Donc on a le monde qui change. À côté de ça, le métier de l'ingénieur, il évolue aussi. Le métier de l'ingénieur, on va demander à l'ingénieur de connaître énormément de choses. On a une information de l'inflation. On a identifié jusqu'à 6000 publications par jour.
faut du temps pour les lire. On demande aussi beaucoup d'interdisciplinarité. Les marchés maintenant sont internationaux, on en a parlé, même si on veut relocaliser, il y a beaucoup d'interdépendance. Donc il faut aussi travailler de façon multiculturelle. Les aspects environnementaux sont très présents, notamment en Europe. On a parlé aussi de responsabilité sociale, de maîtrise des risques. Et puis avec tout ça, il faut que les ingénieurs, faut qu'ils prennent des décisions. Mais voilà, pour prendre des décisions, on n'a pas toujours toutes les informations. Donc il faut aussi être capable de prendre des décisions, des fois avec des informations incomplètes ou limitées. Donc il faut qu'ils soient créatifs, il faut qu'ils soient innovants. Et puis, si possible, qu'ils aient des capacités à innover. Donc on demande beaucoup de choses aux ingénieurs. Et puis la troisième chose qui évolue, c'est aussi nos apprenants. Les apprenants aussi, ils évoluent. Donc il y avait les générations des baby boomers juste après la guerre. Moi, je fais partie de la génération X. Et puis maintenant, nos élèves, c'est la génération Y ou Y. C'est les digital natives. Donc ils apprennent sur le net, beaucoup. Ils sont des fois un petit peu impatients. Ils sont très inventifs, mais pas toujours bien canalisés. Ils ont une relation particulière avec l'autorité. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Mais voilà. Et puis maintenant, on a la génération Z, Z comme zapping, qui ont une relation particulière à l'erreur aussi. On pourra en parler si vous voulez. Mais vous voyez quelques exemples d'images tirées sur le net. J'ai pas mis les références, mais la génération Z, ils apprennent en faisant. Ils apprennent plus du tout en écoutant. Et puis ça, c'est une comparaison entre les baby boomers et la génération Z. Vous voyez que ça a complètement évolué. Ils n'utilisent plus du tout les bouquins, ils utilisent les réseaux, et ils travaillent en groupe et ainsi de suite. Donc bien évidemment, faut qu'on s'adapte avec ça. Et donc comment on fait pour s'adapter avec ça ? On fait évoluer nos programmes de formation. Donc on définit toujours nos programmes de formation en fonction des besoins et des apprenants. Donc ce qu'on voit, c'est ce que tout le monde nous dit, c'est-à-dire et les industriels et les universitaires, tout le monde nous dit, c'est important d'avoir des connaissances et des compétences de base, physique, chimie, maths, bio et ainsi de suite, on pourrait développer. Et puis tout ça, il faut inclure aussi de nouvelles tendances, donc des produits, de la durabilité, du numérique, de l'IA. Et puis, il faut aussi, bien évidemment, que les jeunes formés soient très compétents en ingénierie. Donc, il n'est pas question de réduire le domaine ingénierie, donc c'est-à-dire travail en laboratoire, travail en projet, d'interdisciplinarité, et puis de l'immersion professionnelle aussi. Et puis, les compétences personnelles et professionnelles, bien évidemment, c'est pas négligeable. Ça s'apprend aussi sur le terrain, on peut faire des formations. Mais ça fait beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on intègre tout ça dans des programmes qui durent 3 ans. On est des écoles d'ingénieurs. Donc, on sait toutes les écoles d'ingénieurs proposent des approches compétences. Alors là, j'ai pris des approches compétences basées sur celles de la CTI. La CTI, il y en a 14. Il y en a 6 scientifiques et techniques, avec du fondamental, de l'intégration, des outils de l'ingénieur, de la conception de la recherche, des aspects ingénieurs et société, économie, diversité, égalité, inclusion, la transition, la société, et puis des aspects plus liés à la dimension personnelle, mais aussi savoir prendre des responsabilités, savoir entreprendre, savoir communiquer, c'est très important, et savoir faire des choix professionnels. Et puis avec ça, on va rajouter, donc ce qu'on disait, de l'IA, du machine learning, parce que c'est des choses qu'il faut savoir. On va rajouter de nouveaux produits, des nouveaux procédés, bien évidemment de la créativité, de la transition, de l'éthique. On a de l'interdisciplinarité aussi, de la réflexivité, de la multiculturalité, des stages, une expérience internationale, et tout ça décrit bien évidemment avec des niveaux de compétences élevés. Donc ça, c'est des niveaux de taxonomie, c'est des taxonomies de Bloom, là j'ai repris la taxonomie de Bloom, mais ce qu'on veut, c'est que les ingénieurs ne soient pas uniquement capables d'appliquer des formules, mais aient des approches avec plus de recul, qui soient capables d'analyser, de synthétiser, d'évaluer des produits ou des procédés. Et donc, comment on fait pour que ça rentre ? On y arrive, on fait des choix. Et puis, on a aussi des nouvelles méthodes de formation. Heureusement, il y a des nouvelles méthodes de formation. Donc, on va parler de classe inversée, d'apprentissage par projet, par problème, de serious game, de cours en ligne, de blended learning. On va mélanger différentes choses. Donc là, ici, on a des exemples de fiches méthodes qui ont été développées par des collègues, justement, pour nous aider à mettre en place ces nouvelles formations. Et puis on a aussi des outils, les Learning Analytics. Maintenant, on utilise beaucoup les smartphones en cours et puis on interagit avec les élèves. On peut leur poser des questions, voir s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris. Ça nous permet aussi de voir le degré d'attention. On a des tutoriels qu'on peut faire facilement sur le net. On a des MOOCs, les Massive Open Online Courses. On a aussi des choses en réalité virtuelle. Ça, c'est un petit exemple. Ici, on avait fait des TP en réalité virtuelle. Donc, les élèves peuvent se balader avec un casque Oculus ou bien des fois simplement avec leur smartphone. Et puis, ils vont aller faire des mesures virtuelles, bien évidemment. Alors, on n'apprend pas toute la sécurité. On ne va pas se brûler avec un TP virtuel, mais ça leur permet aussi, des fois, d'apprendre plus rapidement.
Donc, on continue voilà, à faire évoluer nos formations. Et puis, en conclusion, ce que je voulais dire, voilà, comme ça a déjà été dit, hein, on est engagé dans la transition. On a entendu parler du projet Décarbochim qu'on fait avec nos collègues de l'IUT et France Chimie. Donc là, on va faire des modules de formation sur la décarbonation, on va faire des TP, on va faire la promotion. Ah oui, il sonne. On va faire la promotion, j'arrête, j'ai bientôt fini. Hop. Pardon. Silence, c'est là. Pardon. Juste avant de terminer. Voilà, on insiste sur l'importance des compétences professionnelles, bien évidemment. On met en place des pédagogies actives. Donc, on avait un autre projet avant, toujours au sein de la FGL. On a partagé des méthodes de pédagogie active parce que ça prend du temps à développer. Donc, on se les partage entre collègues, même si on est un peu en concurrence. Quand on va recruter des élèves, on travaille beaucoup tous ensemble aussi pour mutualiser des choses. Et puis, ça a déjà été dit, mais on n'est pas tout seul. Bien évidemment, nos élèves, ils sont embauchés dans l'industrie. Et on a besoin, nous aussi, des partenaires industriels pour définir nos contenus pédagogiques. Qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève. Faire aussi de la formation pour l'acquisition de compétences techniques et professionnelles, et puis bien évidemment pour des formations. Mais on intègre beaucoup de professionnels dans nos conseils de perfectionnement qui réfléchissent à l'évolution de nos diplômes. Voilà, ça a sonné. Merci pour votre attention. Myriam va faire un focus. Merci.